Duncast, c'est le basket de notre enfance, mais ça peut être aussi le basket actuel. Et on va parler justement de Greg Popovich, les mecs. Greg Popovich, légende dans le coaching, on est d'accord quand même? C'est l'absolu, Greg Popovich. Ouais, c'est l'absolu, top, hein. C'est l'absolu. Le mec, je crois, il a commencé en 96 jusqu'à aujourd'hui. Quel que soit le sport confondu, je crois que c'est peut-être, on a affaire à l'un des plus longs règnes au niveau du coaching de tous les sports collectifs confondus. Donc pour ça, déjà, il faut déjà lui dire chapeau, parce qu'il a traversé le temps. Ouais, et puis c'est un mec non seulement qui est coach, donc qui est arrivé en 96 en tant que coach, mais qui s'est auto-nommé coach, parce qu'avant il était general manager des Spurs. Et puis avec le succès qu'on connaît par la suite. Rafik, toi? Moi je vais commencer avec une statistique. Il y a une statistique qui est tombée cette année. Le nombre de jours avec un bilan négatif d'une franchise sur les 22 dernières années. Les Spurs est l'équipe qui a connu un bilan négatif pendant 66 jours, la première, sur 22 ans. Et la deuxième, c'est les Rockets avec 1009 jours. Et les Mavericks avec 1049 jours. Donc ça en dit long sur l'impact que Popovich a eu sur cette franchise. Et puis 22 années de suite où les Spurs se retrouvent en play-off. Ouais. Grâce à Greg Popovich. Play-off. Après, ça a pas forcément commencé comme ça, hein, parce que son démarrage avec Larry Brown en tant qu'assistant coach, justement en 92. Après, il a démarré en tant qu'assistant coach avec Larry Brown et après il a enchaîné avec les Warriors avec Don Nelson. Donc il avait déjà affaire à deux gros mastodontes du basketball américain, et ensuite avant de devenir general manager comme tu l'as dit. Et en fait il prend deux décisions importantes. Donc en effet il vire Bob Hill qui était coach des Spurs au début, qui avait même un bon bilan, hein, mais il le met à la porte malgré tout. Et surtout il y a l'échange, le trade Dennis Rodman avec Will Purdue des Bulls, parce qu'il craignait justement on va dire le côté excentrique de Dennis Rodman en termes d'état d'esprit sur la team. Et par ailleurs il commence la saison avec une grosse blessure déjà, hein, David Robinson qui se fait mal. Cette saison 96, il est déjà critiqué. Hein, critiqué. Hein, ça se passe pas très bien, parce que même Elliott aussi, qui était le second couteau, enfin le deuxième couteau après Robinson, lui aussi se blesse. Donc c'était une saison assez difficile. C'est clair. De toute façon, Popovich, il a toujours voulu coacher. Il a toujours fait le forcing pour être coach. C'est quelque chose d'inné chez lui. Il a toujours aimé transmettre, apprendre. Par sa bienveillance. Et tout à l'heure tu parlais de personnalité, Damas, avec Dennis Rodman. Et Popovich, quand il recrute, la première chose qu'il regarde, c'est pas le physique, c'est pas le potentiel athlétique, c'est la personnalité. Il regarde la personnalité en premier. Exact. Est-ce que tu vas fit avec la culture que je vais imposer aux Spurs? Si tu fit, tu viens. Quel que soit ton niveau physique, tu peux rentrer. Et d'ailleurs on a vu des mecs comme Tony Parker. Tim Duncan, c'est pas un monstre physique, Tim Duncan. Ginobili, des joueurs qui ont régné sur la NBA alors qu'ils n'avaient pas un énorme potentiel physique. Ouais, justement, là, tu commences à en parler. L'histoire de Pop, elle commence véritablement en 97, quand il va chercher Tim Duncan à la draft. Il va même jusqu'à se déplacer pour aller le voir chez lui, pour essayer de le convaincre, parce que Tim Duncan, c'est quand même un mec avec un physique hors norme. Un mec qui pouvait être en même temps nageur, qui était, je crois, même dans l'équipe olympique de natation. Et pour le coup, Tim Duncan, c'est lui qui va complètement révolutionner son équipe et même la carrière par la suite de Greg Popovich, quoi. Tim Duncan et Greg Popovich, un duo dans l'absolu également au niveau du sport, mais surtout là où il faut signifier, c'est que Tim Duncan n'a pas cherché non plus à être forcément leader. Hein. C'est-à-dire, il n'a pas une personnalité où il se met en avant, où c'est mon équipe, c'est ma team, comme certains personnages tels que Shaquille O'Neal, qui va être son grand ennemi sur 10 ans au niveau de la peinture en NBA. Et Tim Duncan n'est pas quelqu'un qui va chercher justement à prendre le leadership par la force, par la force des choses au niveau mental, comme étant un mal alpha. Sachant qu'en plus dans son équipe, t'as quand même David Robinson. Exactement, David Robinson qui avait donc été le leader des Spurs au cours des années 90 et qui, pour montrer encore une fois l'intelligence de ce monsieur, qui a progressivement laissé le leadership à Tim Duncan, parce qu'on a été tous impressionnés par le talent de ce monsieur. Ça c'est en termes de monsieur fondamentaux, défense, rebond, passe et scoring dans la peinture.
concrètement, c'était l'équivalent à Shaquille O'Neal. Mais pour le Oui. coup, tu vois, et c'est pour ça que genre ça a tout de suite allé dans ta transition, Rafik, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il y avait un côté où Greg Popovich, il va surtout recruter des joueurs pour leur mental et non vraiment pour leur qualité basket en premier. Quand tu vois par exemple à David Robinson, bah lui tout de suite tu vois qu'il a la mentalité Spurs parce que il est le franchise player de cette équipe et puis petit à petit il laisse sa place au jeune Tim Duncan qui prend petit à petit sa place et qui devient le leader de cette équipe quoi. Bien sûr, donc déjà il y a la personnalité de Robinson qui rentre en compte. Il a une certaine humilité de laisser Tout à fait. de laisser Duncan prendre le lead, mais il y a aussi un travail de Popovich pour accompagner cette transition où je pense qu'il a dû avoir un gros travail de communication, d'influence sur David Robinson qui est un ancien MVP parce que quand même si on a une certaine humilité, on a quand même une petite part d'ego et quand on est le patron de l'équipe, quand même il y a quand même un côté nostalgique de laisser laisser l'équipe à quelqu'un d'autre. Donc je pense que Popovich a fait un gros travail dessus de communication. D'ailleurs, vraiment je pense que il y a une des qualités qu'a Popovich, c'est son influence. Je pense qu'il arrive à influencer les joueurs avec qui il travaille. Et d'ailleurs, je pense à une autre transition quand il a fallu changer de style de jeu entre un jeu peu rythmé de demi-terrain où Duncan était le leader. Il a accompagné la transition en donnant le lead à Tony Parker dans un jeu de transition. Donc vraiment, je pense que une des qualités essentielles de Popovich, c'est sa communication et son influence qu'il a avec les joueurs. Mais c'est pour ça que c'est une grande équipe parce qu'en fait, c'est pas une histoire que de coach, c'est qu'en fait tout le monde est enseignable dans cette franchise. Tout le monde est enseignable et quand t'es enseignable, tout le monde accepte la critique. Ça devient facile en effet de te remettre en question pour continuer à être performant dans le temps et David Robinson qui a fait des grosses stats au cours des années 90 va petit à petit commencer à faire sa dizaine de points par match, ses 8 à 7 rebonds par match en moyenne et surtout en termes de jeu, c'est Tim Duncan qui récupère presque 60% des possessions offensives des Spurs en jouant pour la majeure du temps au poste bas, parce qu'on va pas se mentir, on est dans une NBA à domination intérieure, d'accord? Et dans cette domination intérieure, Tim Duncan correspond parfaitement à cette mouvance de la NBA. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les premières années, les Spurs vont pas forcément être entourés de jeunes joueurs, mais de joueurs vieux briscards. Il faut également parler avec Avery Johnson, qui va devenir coach des Mavs par la suite. Et gagner un titre NBA. Et a gagné un titre NBA, bien entendu. Il y a Elliott aussi qui est présent. Donc, on a affaire. Steve Kerr. Steve Kerr, bien entendu. Mais, alors, Steve Kerr, non, Steve Kerr, bien entendu. Oui, Steve Kerr, excuse-moi. Il est champion, même avec les en 2003, Spurs. en 2003. Et beaucoup de vétérans en 2003. Exact. En 99, déjà, pour commencer, leur premier titre, parce que, ils battent les Knicks en finale NBA. Donc, et Tim Duncan, qui est déjà MVP. En tant que sophomore, il faut le préciser. Deuxième année. J'arrive dans la NBA, je suis Deuxième sophomore et je suis MVP des finales. Et je lead l'équipe devant David Robinson. Alors, pour continuer dans cet élan, Popovich, lui aussi va subir également la domination des Lakers, début 2000 avec leur tripit 2000, 2001, 2002. Et, notamment lors de la saison 2000, Tim Duncan se blesse pas très longtemps avant les playoffs. Il fait part qu'il serait mieux de le mettre de côté pour envisager déjà les saisons futures. Donc il n'était pas forcément dans une perception de gagner le titre. Pourquoi ? Parce que les Spurs ont gagné le titre quand même assez tôt dans le process en fait. En 99, ils gagnent déjà le titre, c'était pas forcément attendu. C'est une des marques de Popovich. Il a toujours managé son équipe en sorte que tout le monde ait des minutes. Il y a eu des saisons où il n'y avait aucun joueur qui dépassait les 30 minutes. C'est une marque de Popovich. Là, aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on parle de load management. Mais c'est quelque chose qui existe depuis Popovich. C'est pas que aujourd'hui. Et ça, c'est un trait encore de Popovich de impliquer tout le monde, de faire comprendre que le meilleur joueur de l'équipe, Duncan, est aussi important que le 15e joueur de l'équipe. Et voilà, c'est comme ça que manage son équipe Popovich. Alors cet aspect de load management là, dont on parle beaucoup là, ça s'est surtout développé au moment où Tim Duncan a commencé à vieillir en termes d'âge et en termes de performance aussi. Il a commencé à être beaucoup moins fort qu'il était avant, ce qui est normal, parce que la NBA nécessite une grande effort physique. Les autres coachs ne le faisaient pas. Exact. Bryant on tirait dessus, Michael Jordan aussi. On connaît le personnage. Mais quand on parle de load management, on peut déjà de suite dire que Tom Thibodeau ne correspond pas du tout à cette approche. Pas du tout. Et Derrick Rose a laissé un genou pour ça. Exact. Et au-delà même du management, il faut surtout du load management, il faut surtout parler du côté paternalisme de Popovich. Pourquoi ? Parce que au-delà de l'aspect du basket, c'est un monsieur qui va s'intéresser à qui tu es, à quoi tu t'intéresses, qu'est-ce que tu cherches dans la vie, qui tu es véritablement. C'est là où justement, pour créer de la connexion. C'est-à-dire, on va sortir également du cadre stressant
de ton métier. Il faut d'abord qu'on sache qui tu es. C'est ça qui est intéressant avec les Spurs. C'est que dans cette franchise, en fait, tu te sens paterné. Et Tony Parker, qui est le meilleur exemple pour nous tous en tant que Français, a plusieurs fois signifié que c'était une figure paternelle. Que papa Popovic, c'était mon deuxième père. C'était mon deuxième père. Il n'y a pas que entre Popovic et les joueurs, mais aussi les joueurs entre eux qui sont amenés à apprendre à se connaître, et ça se retranscrit sur le terrain avec un jeu fluide, beaucoup de passes, et c'est normal en fait que les Spurs jouent très bien parce que tout le monde se connaît. En fait, on joue bien avec les personnes qu'on connaît bien. Non, mais tout simplement. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Tony Parker, comme on le dit, il avait dit lors de la fin de sa carrière, c'est que pourquoi il considérait Popovic comme son deuxième père, c'est que par exemple, les soirs de Noël, il était invité chez la famille Popovic. Avec Boris Dio. Avec Boris Dio. Et voilà, et il raconte. Et c'est quand même très inhabituel de voir un entraîneur pouvoir faire ça, inviter ses joueurs avec la femme, les enfants. On pourrait croire qu'il y ait trop de rapprochement, mais justement, il y a un côté, comme vous le dites, paternaliste qui fait qu'il y a quand même ce respect du joueur pour la personne qui est Greg Popovich. Et Greg Popovich, en plus, c'est un mec quand même qui a un putain de pif. Enfin, je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais parce que tu vas chercher Tim Duncan, évidemment, super joueur, ça, premier pick de draft. Tu vas chercher Manu Ginobili en 99, 57e pick de draft. 57e. Vous vous rendez compte, on est dans la fin de la draft. C'est incroyable d'aller chercher. Qui est de 60, hein. Qui est de 60. C'est-à-dire que c'est le fond de tiroir. Parce que c'était aussi l'un des premiers coachs à regarder en dehors des États-Unis. Exactement. Tony Parker 2 ans après, 28e. En 2001. Voilà, exactement, en 2001. Et puis, alors même si c'est par un process de swap, etc., mais ils ont tout de suite ferré le coup avec Kawhi Leonard, qui vont aller chercher en 2011. Ce qu'il faut dire, c'est que Popovic, il a réussi à développer 4 futurs Hall of Famer. Oui. C'est quand même incroyable. Il y a quand même peu d'entraîneurs qui ont un tel palmarès. Tu parles il a développé des futurs Hall of Famer, mais aussi il a permis à des joueurs sur qui on ne comptait pas en NBA d'exister en NBA. Maintenant, Danny Green, c'est quelqu'un qu'on va aller chercher pour gagner une bague NBA au poste 2. Totalement. Alors qu'il a au début de sa carrière, Cleveland n'en voulait pas. Je pense Kawhi Leonard, c'est un énorme développement. Il y a des joueurs comme Patty Mills qui était en surpoids. Il arrive avec Popovic, le mec est complètement fit et il participe activement à la conquête d'un titre. Boris Dio qui renaît. J'ai d'autres exemples. Matt Bonner, quand on le voit, il paye pas une mine. Et le mec a réussi à avoir une carrière NBA grâce à Popovic. Enfin, une carrière entre guillemets. Il a réussi à exister en NBA. Aujourd'hui, DJ White. Honnêtement, DJ White, s'il atterrit dans une autre franchise, je pense pas qu'il ait ce niveau tout de suite au bout de 2 ans. Non, mais d'accord. Mais c'est pour ça que justement beaucoup de personnes vont prendre exemple par rapport au système Popovic, parce qu'on ne peut pas que parler de Popovic, il faut aussi parler de Rusty Buford en fait, qui arrive en même temps aux Spurs, en même temps que Popovic en tant qu'assistant coach, et lui il était justement positionné en tant que scout, il était dans le scouting, donc on parle de recherche de joueurs à fort potentiel, et monsieur Rusty Buford qui est aujourd'hui le GM des Spurs depuis maintenant 2002, ce monsieur a également pu bâtir cette dynastie qu'on appelle les Spurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des personnes qui savent s'effacer. Les Spurs ne sont pas une franchise dans laquelle on va se mettre en avant. Déjà, c'est pas un grand marché, c'est pas un marché avec une certaine attractivité médiatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme on n'a pas une grande visibilité comme les Knicks, comme Boston, comme Chicago et bien entendu les Lakers, on va fournir un système d'organisation dans lequel on va optimiser toutes les couches du scouting jusqu'au propriétaire. Donc tout le monde est marqué par cette idée en fait. Maintenant, pour terminer dans ce que vous avez développé au niveau du scout, notamment de la recherche de joueurs pour appuyer, notamment le fait par rapport à Popovic, par rapport à Ginobili et Parker. Le dernier exemple avec Ginobili. Ginobili a été drafté en 99. Il n'est pas arrivé en NBA immédiatement. Pourquoi ? Parce que Popovic avait préconisé que Mister Ginobili puisse continuer à se développer encore en Italie au Virtus Bologna justement, et que arrivé maintenant en NBA en 2002 à un certain niveau de maturité, il puisse exploser. La preuve, lors de la série, lors des playoffs 2003, il est déjà efficace. C'est excellent, c'est excellent. Alors pour appuyer par rapport à Danny Green, avant de parler de Danny Green, il faut également parler de Bruce Bowen.
D'accord, faut vraiment parler de Bruce Bowen. Pourquoi? Parce que lui aussi vient encore de l'Europe. Donc on revient encore une fois sur l'exemple Popovic qui va rechercher sur le marché étranger, parce qu'il n'y a pas qu'une structure d'Europe. On parle de l'Australie, on n'a pas Patty Mills. Et Bruce Bowen, ancien joueur de proie. Il n'existait pas en NBA avant. C'est-à-dire qu'il n'existait pas. C'est qu'il était là en NBA, mais on ne faisait pas exister. Et il a été alors en NBA, il a joué au Heat de Miami. Hein, il a joué au Heat de Miami. Et c'est à ce moment-là où après où Popovic allait le chercher, mais en ce genre de proie, et en effet, en NBA, il n'était, entre guillemets, personne. Oui. D'accord? Et le système défensif des Spurs, parce que, si ça vous dérange pas, messieurs, on va un peu basculer sur le style de jeu concret des Spurs, Bruce Bowen en fait grandement partie. Ah, pour le coup, ouais. Moi, je vais parler de l'environnement qu'il a créé, Popovic, un environnement de succès, un environnement où tout le monde peut se développer, et il n'y a pas que les joueurs. T'as parlé de R.C. Buford, qui a aussi progressé avec Popovic, mais en fait, c'est toute l'organisation qui progresse, parce que tu regardes avec tous les assistants de Popovic, ils sont des places fortes de la NBA actuellement. Je pense à Budenholzer, à Milwaukee, qui et dans le même Hawks avant, parce que pour Budenholzer, c'est vraiment le fils de Popovic, parce que il a réussi à mettre Korver All-Star. Il a réussi à mettre des joueurs comme Tig All-Star aussi, des joueurs comme Bazemore, DeMar Carroll, ils ont obtenu des contrats à plus de 10 millions. Tout à fait. Grâce à Budenholzer. Je pense pas qu'ils les auraient eu sans Budenholzer. Et là, aujourd'hui, à Milwaukee, t'as des joueurs comme Pat Connaughton qui a un petit rôle à Portland. Maintenant, à Milwaukee, c'est un mec, on compte sur lui. C'est plus de 20 ans, hein. C'est plus de 20 ans Budenholzer avec Popovic, hein. C'est plus de 20 ans de carrière en tant que dans l'assistanat. Donc, en termes de relations, c'est important de le signaler, alors, hein. Tu vois aussi, par exemple, ce qui se passe au Brooklyn Nets. Sean Marks, qui a travaillé aussi aux côtés de Greg Popovich. Et regardez le travail de Sean Marks en 3 ans des Brooklyn Nets qui sont partis de rien et qui aujourd'hui ont réussi à récupérer Kyrie Irving, Kevin Durant. C'est toute une institution, c'est plein d'enfants qui a pu générer en tout cas un héritage, Popovich, c'est un héritage qui a réussi à transmettre, et aujourd'hui le plus beau héritage de NBA actuellement. Bah, bien sûr, même un Mike Malone, quand tu le vois dans la façon à Denver, la façon dont il coach aujourd'hui cette équipe de Denver, t'as l'impression de voir vraiment du Popovich aussi. Alors la seule différence avec Mr Malone, c'est que Mike Malone ne défend pas comme les Spurs, par contre au niveau de la défense. C'est clair, mais dans le jeu collectif, il y a beaucoup de similitudes avec ce que met Pop. Mais Pop, c'est quand même aussi, il faut le dire, parce que on va me dire quelques stats. 5 titres NBA, 3e coach le plus titré de l'histoire. 5 titres NBA sur 6 finales. Hein. Et voilà ce que j'allais dire. 6 finales, 6 titres de la conférence Ouest. Ça, quand même, faut le dire, hein, conférence Ouest hyper relevée, surtout dans les années 2000-2010. Sa seule défaite, c'est le shoot de Ray Allen, devenu mythique en 2013. Il est aussi 3 fois coach de l'année, 2005, 2012, 2014. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même, au-delà de l'entraîneur, de ce qu'il représente, c'est aussi un monstre de chiffres, quoi, de palmarès. C'est incroyable tout ce qu'a pu faire Popovich. Aujourd'hui, si les Spurs, je vais être peut-être un peu cru quand je vais dire ça, mais si les Spurs existent, c'est grâce à Pop. Dans le paysage NBA, dans l'esprit collectif, dans l'esprit collectif, pour moi, je suis désolé, si les Spurs existent, c'est Pop, quoi. Oui, et en plus, tu dis si les Spurs existent, il y avait plusieurs équipes qui jouaient comme les Spurs à l'époque, comme les Pistons. Et en 2003, c'était à peu près le même style de jeu, un style de jeu très défensif. Pas forcément d'accord. Pour la défense, oui. Basé sur un rythme lent. Et maintenant, les Pistons, depuis 2003-2004, n'existent presque plus. Mais qui était le coach des Pistons en 2004? C'était Larry Brown, qui était donc le papa, un des mentors de Pop. C'est pour dire que Popovich a réussi à faire perdurer sa franchise alors que le style de jeu changeait. Oui, exactement. Mais alors, pour terminer avec le cadre de l'héritage de Popovich, moi j'ai certains noms qui ont au niveau des assistants coach. Donc on a du Budenholzer avec les Hawks qui ont fini premier à l'est. Et après, qui a enchaîné avec les Bucks. Quinn Snyder avec Utah Jazz aussi. Et après, Quinn Snyder qui est aussi alors il a été son assistant aussi, Snyder. Snyder et un enfant de Popovich. Ouais. Ok, après il y a Brett Brown surtout aussi au niveau des Sixers qui a fait 7 ans d'assistanat. Il y a Avery Johnson. Ime Udoka aussi. L'ancien joueur de Portland, des Kings, qui a fait aussi 7 ans, je crois. Pardon, t'avais dit non, je crois aussi. Avery Johnson, bien sûr, qui a été coach avec les Mavs en finale 2006 face au Heat, de Pat Riley, justement. Alors ça, c'est au niveau des coachs. Et maintenant, au niveau des GM aussi, on a dit Sean Marks avec les Nets, qui font un travail exceptionnel, parce que on peut souvenir où étaient les Nets, hein. Billy King, qui avait sacrément bastonné cette franchise. Ce que fait Sean Marks,
En termes de chef de projet, je pense qu'il peut enseigner plus d'un ici. Oh que oui. Et on peut parler également de Sam Presti avec le Thunder, hein, bien entendu. Danny Ferry aussi, qui a joué en 2003, qui a gagné son titre en 2003 avec les Spurs, en étant au bout du banc, bien entendu. Mais c'est un titre gagné. Vétéran, qui était rentré dans les directions opération basket des Spurs. Et moi je pense que c'est quand même pas mal. Je pense que c'est quand même pas mal en termes d'héritage au niveau du board et au niveau des bancs NBA. Et même moi je vais ajouter, je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué, en 2014, les Spurs ont tellement ébloui, en 2013 les Spurs ont tellement ébloui le basket avec leur style de jeu, mais aussi le monde entier. Il y avait des personnes qui n'avaient jamais regardé de basket, quand ils mettaient les Spurs sur beIN, ils avaient jamais vu un match de basket, mais ils savaient que ça jouait bien au basket. Ils ont compris. Ça, c'est sûr que c'est du beau basket. C'est sûr que là, ça joue très bien. Alors qu'ils avaient jamais regardé un match de basket. Et grâce à ça, il y a plein de mecs qui sont mis à suivre la NBA. Mais c'est pour ça, justement, qu'il faut, c'est pour ça, justement, que ces mecs-là ont compris que c'était pas qu'une histoire que de basket, en fait, qu'ils voulaient justement mettre en avant. Parce que Phil Jackson correspond également aussi à ce type d'image-là, qu'on dépasse que le cadre du basket. C'est tout le monde qui est impressionné par ce qui est produit, en fait. Exactement. Et, là-dessus, moi, je voulais appuyer, c'est que Greg Popovich est quelqu'un qui se remet en question parce qu'il veut être entouré de personnes qui sont capables de le remettre en question. Peu de leaders en termes de position. Je parle pas en termes de caractère. Des leaders hiérarchiques. Beaucoup de leaders de ce genre de modèle n'aiment pas être remis en question par les personnes qui sont dans leur entourage proche. Oui. Or que Greg Popovich a plusieurs fois dit à ses assistants, et Ettore Messina, qui était un grand coach européen, qui a pratiquement tout gagné, qui a été assistant coach avec Greg Popovich, bien entendu, a plusieurs fois mentionné que si jamais, messieurs, vous n'êtes pas prêts à me remettre en question, je suis capable de vous virer. Donc ça veut dire que au lieu d'être viré parce que justement tu te permets dans certains milieux managériaux, je vais pas mentionner les noms, dans certains milieux managériaux, on peut te virer parce que justement tu contredis le chef. Là, Greg Popovich va te dire, si tu me contredis pas, j'étais capable de te remettre à la porte. Bien sûr. Là, on parle également de son staff, mais ça peut toucher également les joueurs. C'est-à-dire que Popovich va plusieurs fois poser la question au cours des temps morts, messieurs, est-ce que je vous emmerde? Qu'est-ce qui vous embête parce que vous êtes mauvais? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on puisse remettre en place? Et c'est à ce moment-là où t'as des leaders comme Bruce Bowen et non Tim Duncan, parce que Tim Duncan, bon, il a forcément fait, mais c'est pas un leader, on va dire, en termes vocal. C'est plus un leader en termes de talent pur sur le terrain, de tout, mais pas un leader vocal. Des joueurs, par exemple, comme Bruce Bowen, vont prendre la parole pour justement dire ce qu'il en est. Et c'est pour ça, justement, que c'est important de mentionner ça. Dernier point, Tony Parker, il est au vestiaire. Alors, l'émission Le Vestiaire, c'était sur SFR, là, l'émission Le Vestiaire, hein, où Tony Parker a été invité. Il avait parlé d'une anecdote au vestiaire, justement, au cours de l'émission par rapport à ce qui se passait entre Pop et Tim Duncan et Ginobili. Alors, Pop est très en colère, il les engueule. Coach Pop les engueule clairement dans les vestiaires et en fait, il se trompe au cours de l'argumentation de Pop pendant sa colère, en fait. Mais ce qui est intéressant, ce que dit Parker, c'est que, en fait, nous qui étions les leaders, moi bien entendu, Ginobili et Duncan, on n'a pas cherché à reprendre Pop devant les jeunes joueurs qui arrivaient derrière. Parce que Pop a réussi à influer justement cet esprit Spurs, non que sur lui, mais également sur les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs vont également prendre part des erreurs de leur coach et le couvrir devant, en fait, les autres, pour éviter de le discréditer auprès des jeunes qui arrivent derrière. C'est ça, justement, qui est intéressant en termes je dirais même en termes de leadership. Parce que leadership, c'est pas une histoire de donner le ballon et puis maintenant tu commences. Non, je veux te transmettre mon esprit. Puis il y a même ce côté dans ce que tu dis, Damas, où je suis d'accord avec toi, et on en parle souvent, c'est le côté où il engueule ses superstars devant les jeunes, et les superstars, elles se taisent. Parce qu'ils savent que c'est une question de transmission. Ils savent que si Greg Popovich peut engueuler un Tim Duncan, un Manu Ginobili, un Tony Parker, alors il pourra engueuler n'importe qui et personne ne pourra dire quoi que ce soit, parce que si un Tim Duncan peut accepter une gueulante de la part de Greg Popovich, tout le monde peut accepter une gueulante de Greg Popovich. Exact. Tu dis gueulante, mais surtout il est honnête avec tout le monde, il dit les choses, il y a genre en image... Non, mais il pourrait prendre des pincettes. Là, il en prend aucune, même avec Tim Duncan. Oui, mais c'est ça qui est... C'est qu'il est honnête, et en fait il est franc avec les gens. Quand il s'agit de... Quand il était dans le staff technique des Warriors, quand il fallait couper des personnes, c'était Don Nelson lui demander de s'occuper de ça, parce que il savait être honnête avec les gens, et il le faisait aussi aux Spurs quand il devait virer les gens, il disait les choses, il disait mais
Il disait, bah voilà, je te coupe, mais voilà, tu sais que maintenant, que je serai toujours là pour toi. Ouais. Il avait le discours pour. Damon Stoudemire peut en témoigner, ancien meneur de Portland. Totalement. Et voilà, c'est ça, c'est Pop. Il est honnête. Bah, il est humain, il est très humain, voilà. Il est très humain. Genre, pour finir sur ce podcast, pour vous, s'il y a un titre qu'on doit retenir, c'est lequel? Moi, personnellement, c'est 2014. Je trouve que c'est une masterclass en termes de jeu. Aussi psychologiquement, revenir aussi fort, alors qu'en 2013, ils ont la coupe, le trophée Larry Brown, et dans le couloir, on le voit. Et pourtant, il y a ce shoot de Ray Allen qui change tout. Et puis après, on connaît l'histoire. Le Heat est vainqueur et ils reviennent l'année d'après. Ils retombent contre le Heat. Le Heat de LeBron James et des Heatles qui a pour objectif de faire un three-peat, le premier depuis les Lakers. Et finalement, il arrive à les écraser 4-1. Mais au-delà du résultat, c'est le jeu face à Spoelstra, qui est aussi un grand tacticien. C'est une merveille. C'est un des plus beaux jeux pratiqués pour moi lors d'une finale NBA de ces dernières années. Je suis d'accord. Ouais, 2014. Pareil, 2014, parce que il y a plusieurs joueurs étrangers sur le terrain, donc ça veut dire qu'il est allé à l'encontre des biais qu'on avait aux États-Unis par rapport aux joueurs étrangers. Il est parti à l'encontre de ce biais-là. Il a créé un très beau jeu avec ses joueurs étrangers. Aussi, le fait qu'ils aient perdu en 2013 et qu'il a convaincu les trois briscards de repartir pour une année de plus, parce que Duncan est sur la fin, Ginobili commence à être à la fin, et aussi Tony Parker commence à être sur la fin, et ils sont allés chercher le titre en 2014. Pour moi, c'est le plus beau. Mais là où tu rejoins, et après Damas, je pense que tu donneras ton avis, le côté international. T'as Tony Parker, t'as Manu Ginobili, t'as Patty Mills, t'as Thiago Splitter. Ouais. C'est quand même incroyable le nombre de joueurs. Corey Joseph. Patty Mills, tu l'as dit. Corey Joseph. Ouais, Corey Joseph. Corey Joseph. Corey Joseph, ouais. Le nombre de joueurs en dehors. Boris Dio. Ouais, bah évidemment, Boris Dio, qui est une pièce essentielle dans cette équipe. Enfin, c'est génial, quoi. Moi, je vais vous contredire, je vais plutôt dire 2003. Pourquoi ? Parce qu'il fallait couper l'armada Lakers 2002, qui certes avait des fissures internes, mais qui avait quand même un niveau exceptionnel. C'est pas comme si c'était pas une armada Miami. Hein. Et ouais, mais après, ce qu'a fait les Lakers, Miami ne l'a pas fait. Vu que les Mavs les ont battus en 2011. Bien qu'ils ont fait 3 finales consécutives aussi. Mais je préfère quand même le titre de 2003 parce que j'avais rarement vu quelqu'un dominer Shaquille O'Neal dans la batture comme l'a fait Tim Duncan, bien que ce ne soit pas mon joueur préféré. Et moi, j'ai été très impressionné parce qu'ils ont conservé, en tout cas, je parle de début 2000, personne ne concurrençait Shaq. Personne. C'est pour ça que je parle de ce qu'a fait Tim Duncan en termes d'alternative à Shaquille O'Neal. Ça a été quand même, je trouve, exceptionnel. Moi, je continue encore avec 2003. Pourquoi ? Parce qu'il y a également la force du banc des Spurs en conservant un certain niveau de jeu très élevé qu'ils ont pu produire, notamment en 2003. Et je vais continuer avec cette équipe-là en termes... Dernier point d'argumentation, c'est... moi, j'insiste encore une fois sur Ginobili. Je trouve que le niveau qu'avait ce mec... pourquoi ? Parce que... faire confiance à un joueur comme ça qui sort un peu des standards NBA, surtout début 2000 où il y avait certains modèles qui étaient quand même bien figés, et voir un joueur comme ça avec une certaine virtuosité, une certaine, on va dire, un côté fantasque qui était justement important pour les Spurs parce qu'on les a plusieurs fois décrits comme étant une équipe ennuyeuse, très défensive, ce qui était vrai. Et donc voir et faire confiance à un joueur comme Ginobili et surtout ne pas le changer, c'est ça qui est intéressant avec Pop, c'est qu'il ne cherche pas à te changer et à imposer son modèle. Il veut faire en sorte à ce que tu es et ce que nous sommes fassent un. Et c'est pour ça que moi, pour ça 2003, c'est ma team.